L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, chapitre qui s'intitule Remarquable incident du Dr Lanyon. Le temps fuyait, des milliers de livres furent offerts en récompense, car la mort de Sir Danvers était ressentie comme une atteinte publique. Mais Mr Hyde avait disparu de la compétence de la police, comme s'il n'avait jamais existé. Beaucoup de son passé fut déterré en vérité, et tout déshonorant. Des contes sortirent sur la cruauté de cet homme à la fois si insensible et violent, sur sa vile vie, sur ses étranges associés, sur la haine qui semblait avoir environné sa carrière, mais sur sa situation actuelle, pas un murmure. Depuis l'heure où il avait quitté la maison de Soho le matin de l'assassinat, il s'était tout simplement effacé, et graduellement, au cours du temps, M. Henderson commençait à se remettre de la chaleur de son alarme, et à se faire plus tranquille avec lui-même. La mort de Sir Danvers était, à sa façon de penser, plus que payée par la disparition de M. Hyde. Maintenant que cette influence malfaisante s'était retirée, une nouvelle vie commençait pour le Dr Jekyll. Il sortit de sa retraite, renoua les relations avec ses amis, devint une fois de plus leur invité et amphitryon familier, et alors qu'il avait toujours été connu pour les charités, il n'était maintenant pas moins distingué pour la religion. Il était actif, il était beaucoup en plein air, il faisait le bien, son visage semblait s'ouvrir et s'éclairer comme d'une conscience intérieure de servir. Et pendant plus de 2 mois, le docteur fut en paix. Le 8 janvier, Henderson avait dîné chez le docteur avec un petit groupe. Lanyon était là, et le visage de l'hôte avait regardé de l'un vers l'autre, comme au vieux temps où le trio était d'inséparables amis. Le 12 et encore le 14, la porte fut fermée sur le juriste. Le docteur était confiné à la maison, disait Paul, et ne voyait personne. Le 15, il essaya encore et fut encore refusé. Et ayant maintenant été habitué depuis les 2 derniers mois à voir son ami presque journellement, il trouva que ce retour à la solitude pesait sur ses esprits. Le 5e jour, il eut Guess à dîner avec lui, et le 6e, il se rendit chez le docteur Lanyon. Là, du moins, on ne lui refusa pas l'entrée, mais quand il arriva, il fut choqué du changement qui s'était fait dans l'apparence du docteur. Il avait son arrêt de mort écrit lisiblement sur le visage. L'homme rosé était devenu pâle, ses chairs s'étaient affaissées, et il était visiblement plus vieux et plus chauve. Et cependant, ce ne furent pas tant ces témoignages de rapide déchéance physique qui arrêtèrent l'attention du juriste, qu'une expression dans le regard et la qualité de manière qui semblait témoigner de quelque terreur profonde de l'esprit. Il était peu vraisemblable que le docteur pût craindre la mort, et cependant ce fut ce que Henderson fut tenté de soupçonner. Oui, pensa-t-il, il est docteur, il doit connaître son propre état, et que ses jours sont comptés. Et cette connaissance est plus qu'il n'en put supporter, et cependant, quand Henderson fut remarqué, ses mauvais airs, ce fut avec un air de grande fermeté que Lanyon se déclara condamné. « J'ai eu un choc, dit-il, et je ne m'en remettrai jamais, c'est une question de semaines. Eh bien, la vie a été plaisante, je l'aimais. Oui, monsieur, j'avais l'habitude de l'aimer. Je pense quelquefois que si nous savions tout, nous serions plus heureux de partir. Jekyll est malade aussi, observa Henderson. L'avez-vous vu ? Mais le visage de Lanyon changea, et il leva une main tremblante. Je ne souhaite plus voir ou entendre parler du docteur Jekyll, dit-il, d'une voix forte, mal assurée. J'en ai tout à fait fini avec cette personne. Et je demande que vous m'épargniez cette allusion à quelqu'un que je considère comme mort. Dit M. Henderson. Et puis, après une pause considérable, ne puis-je rien faire, s'inquiète-t-il. Nous sommes 3 très vieux amis, Lanyon. Nous ne vivrons pas pour nous en faire d'autres. On ne peut rien faire, repartit Lanyon. Demandez-lui. Il ne me recevra pas, dit le juriste. Je n'en suis pas surpris, fut la réponse. Quelques jours, Henderson, après ma mort, vous pourrez peut-être en venir à apprendre le vrai et le faux de ceci. Je ne puis vous le dire, et en attendant, si vous pouvez vous asseoir et causer avec moi d'autre chose, pour l'amour de Dieu, restez et faites-le. Mais si vous ne pouvez vous tenir éloigné de ce maudit sujet, alors, au nom de Dieu, partez, car je ne puis le supporter. Dès qu'il fut chez lui, Henderson s'assit et écrivit à Jekyll, se plaignant de son exclusion de la maison et demandant la cause de cette malheureuse rupture avec Lanyon. Et le lendemain lui apporta une longue réponse rédigée souvent très pathétiquement et quelquefois obscurément mystérieuse de portée.
La querelle avec Lanyon était incurable. « Je ne blâme pas notre vieil ami, écrivait Jekyll, mais je partage son avis que nous ne devons jamais nous voir. J'entends dorénavant mener une vie d'extrême retraite. Vous ne devez pas être surpris ni douter de mon amitié. Si ma porte est souvent fermée, même pour vous, vous devez me laisser suivre mon propre chemin sombre. J'ai attiré sur moi une punition et un danger que je ne puis nommer. Si je suis le chef des pécheurs, je suis aussi le chef des victimes. Je ne pouvais penser que cette terre renfermât un lieu de souffrance et de terreur si désarmante, et vous ne pouvez faire qu'une chose, Underson, pour alléger cette destinée, et c'est de respecter mon silence. » Underson fut stupéfait. La sombre influence de Hyde s'était retirée. Le docteur était revenu à ses anciennes tâches et amitiés il y avait une semaine. La perspective avait souri de toutes les promesses d'une vieillesse réjouie et honorée, et maintenant, en un instant, l'amitié et la paix de l'esprit de toute la teneur de sa vie faisaient naufrage. Un changement si grand et impréparé indiquait la folie, mais au vu des manières et des paroles de Lanyon, il devait se trouver pour lui quelque terrain plus profond. Une semaine plus tard, le docteur Lanyon s'alitait, et en un peu moins d'une quinzaine, il était mort. Le soir, après les funérailles au cours desquelles il avait été tristement affecté, Underson ferma à clé la porte de son cabinet de travail et, assis à la lumière d'une mélancolique chandelle, sortit et posa devant lui une enveloppe adressée à la main et scellée du cachet de son ami mort, privé, pour les mains de J. G. Underson seul, et en cas de son prédécès, à détruire, sans être lu. Était-il ainsi empathiquement inscrit, et le juriste redoutait de contempler le contenu. « J'ai enterré un ami aujourd'hui, pensa-t-il, et si ceci devait m'en coûter un autre ?» Et puis il condamna la crainte comme une déloyauté et rompit le cachet à l'intérieur. Il y avait une autre incluse, pareillement scellée et marquée sur l'enveloppe comme « Ne pas ouvrir avant la mort ou disparition du docteur Henry Jekyll ». Underson ne put en croire ses yeux. Oui, c'était disparition, ici encore, comme dans le testament insensé qu'il avait depuis longtemps restitué à son auteur. Ici encore était accolée l'idée d'une disparition et le nom d'Henry Jekyll. Mais dans le testament, cette idée avait jailli de la sinistre suggestion de Sieur Hyde. Elle était mise là dans un dessin qui n'était pas trop manifeste et horrible. Écrite de la main de Lanyon, que devait-elle signifier ? Une grande curiosité vint sur le dépositaire de méconnaître la prohibition et plonger aussitôt jusqu'au fond de ses mystères. Mais l'honneur professionnel et la foi envers son ami mort étaient des obligations rigoureuses, et le paquet dormit dans le coin le plus reculé de son coffre privé. C'est une chose de mortifier la curiosité, une autre de la vaincre, et l'on peut douter si, à partir de ce jour, Underson désira la société de son ami survivant avec le même empressement. Il pensait à lui avec bienveillance, mais ses pensées étaient inquiètes et craintives. Il passait le voir en vérité, mais il était peut-être soulagé de se voir refuser l'entrée. Peut-être, dans le fond, préférait-il parler avec Paul, sur le pas de la porte et entouré par l'air et le bruit de la cité ouverte, plutôt que d'être admis dans cette maison de servitude volontaire et de rester à parler avec son incrustable reclus. Paul n'avait pas, en vérité, de très plaisantes nouvelles à communiquer. Le docteur, paraissait-il, se confinait maintenant, plus que jamais, dans le cabinet au-dessus du laboratoire où il dormait même quelquefois. Il était mal en train, il était devenu très silencieux, il ne lisait pas, il semblait avoir quelque chose sur l'esprit. Underson devint si habitué au caractère invariant de ses rapports qu'il ralentit petit à petit la fréquence de ses visites. Fin du chapitre.